Au-delà d'être un capital matériel et symbolique, le corps est à la fois un capteur et un conducteur, un passeur entre l'intime et ses espaces d'exposition, entre nos intentions et nos attentions. Le corps est aussi la création perméable et mouvante, mutante, du frottement incessant de la vie contre nos peaux. Certes, ce qui est, mais notre rapport au monde, lui, n'est pas, il s'éduque. Se chérir, c'est prendre conscience de ce mouvement incessant qui nous dessine, pour jouir des libertés que nous offre cette indéfinition, tout en assumant les responsabilités qu'elle fait naître. Se chérir, c'est tordre nos espaces corps, pour les colorier de joie et d'audace, plutôt que de les ternir de retenue et de discipline. Chatoiement, une nouvelle de Miss Vanessa. Pourquoi c'est tellement bien entre nous ? Sa question est récurrente, et elle revient ponctuer l'heure 5 à 7, après l'euphorie, après la bataille, après le repos ensommeillé et entremêlé, de leur corps à la fois vainqueur et vaincu. Aurel semble toujours étonné de la force d'attraction qu'exerce leur aventure, du crescendo qu'a pris leur liaison, de la permanence et de la continuité de son désir. Que d'amour dans notre histoire de cul, lui écrit-elle sur Snapchat. Que de cul dans notre histoire d'amour, réplique-t-il. Après avoir revu Lara, l'avoir invitée à prendre un verre, avoir évoqué sa vie pépère, sa fatigue, sa surcharge et son stress constant, il l'avait regardée d'un autre œil quand elle s'était éloignée, légère dans sa jupette écossaise. Il avait suffi de cheveux rejetés en arrière, d'un sourire de séduction innocent, pour que sa vie réglée bascule. Heureux dans sa vie conjugale, il s'était forgé son identité d'homme dans l'imagerie de la réussite masculine. Il était sérieux, engagé, avait construit un foyer. Il pourvoyait au bien-être de ses enfants, de sa femme, de son chien, de la famille. Et tant pis si cela signifiait être sur les routes toute la sainte journée, rentrer tard, l'obligation d'être joignable et connecté en tout temps, avec le téléphone qui le harcèle et qui vibre d'un flot ininterrompu d'appels urgents, de conference calls multilingues et de mails à traiter. Il occupe une fonction à responsabilité, il a des décisions à prendre, des permis de construire à obtenir, du personnel à engager, des conférences à donner, des think tanks à penser. Mais il gère. Il est fatigué mais heureux. Rentrer chez lui, c'est rentrer à bon port. Sa femme, c'est son havre. Mélanie le rassure, l'écoute, le comprend, le laisse faire. Elle l'a toujours admiré, il aime son charme et ses lèvres charnues, et maintenant qu'elle a les enfants à la maison, elle n'a aucune raison de douter, aucune raison d'en savoir davantage sur cet homme qu'elle a su épouser. Il a rempli toutes les conditions et les étapes de son business plan affectif. Il lui a fourni toutes les garanties d'une vie harmonieuse, avec hypothèse et cache-caille en prime. What else ? Aurel fonctionne. Sa routine le détermine. Mais si Aurel est un homme efficace, il n'est pas dénué de bienveillance. Aurel est chevaleresque. C'est aussi cela, être un homme. Il veut consoler Lara, tout juste célibataire et dont la mère est malade. C'est une double raison. Ils ne se sont pas vus depuis plusieurs années. « Tu n'as pas changé, dit-il. » Elle raconte sa vie, ses aventures, ses déboires, le fait rire, lui qui rit rarement. Il a envie d'elle. Lara est belle et indépendante, et elle n'a pas d'intérêt à se soumettre à la volonté de cet homme qui appartient à une autre, à prendre une place de seconde, à devenir une passade, une pute gratuite. Sous son armure de femme libérée, elle est restée fleur bleue et rêve en secret au mariage d'amour, comme les filles de sa génération biberonnées à Bridget Jones. Que ferait-elle de ce candidat qui n'a pas le prérequis principal, être libre ? Ses hésitations morales résistent pourtant peu aux assauts d'Aurel et son désir de lui augmente à mesure qu'elle est désirée pour sa peau, ses courbes et son cul. Pendant longtemps, ce corps ne lui avait été d'aucune utilité pour gravir les échelons de la réussite, s'imposer dans un milieu académique ultra compétitif. Jugée sur ses écrits et son esprit, et elle concourait avec les hommes et les femmes dans une lutte égalitariste. Dans son milieu professionnel, elle se sentait asexuée, et dans sa vie amoureuse s'étaient succédé quelques bons camarades qui avaient surtout le mérite de la laisser avancer sa thèse et de fournir un bon chauffe-pied la nuit venue.
Aurel s'était mis à lui parler, à son corps, d'une main négligemment posée sur sa cuisse, d'une autre qui défait en public le haut de son chemisier, de son premier baiser sur sa bouche au premier sur sa vulve. Il avait réveillé une belle, endormie. Elle découvre les vertus aphrodisiaques d'être vénérée pour sa féminité, qui n'est plus que cheveux défaits, jambes allongées, fesses rebondies, seins qui pointent, lèvres qui se gonflent, expansion d'elle-même. La première fois, elle avait exigé l'autel. Autant être Pretty Woman jusqu'au bout. Elle se surprend à entrer sans résistance dans le rôle qu'il lui confie, à être excitée à l'idée de retrouver, en guêpière et porte-jartel, son amant bien pourvu, qui va la sauter comme une salope, et à qui elle fournit en retour une large panoplie de positions et de services. La chambre est moite, les vitres embuées comme la calèche dans Titanic. Et elle repart comme elle était venue, faisant vrombir sa voiture de sport, en laissant son Richard Gere toujours fringant, assouvi et incrédule. Elle pensait que ça en resterait là. Ils avaient connu cette expérience, extra-conjugale, extraordinaire. Maintenant, retour à la normale. Mais elle s'était réveillée malade le lendemain, tellement leur corps à corps luisant de sueur et de sperme avait bouleversé les défenses immunitaires de son corps et de son cœur. Lui aussi avait senti que ce ne serait pas qu'une de ces pulsions masculines incontrôlables, mais excusables car uniques. Très vite, il avait pris de ses nouvelles, avait voulu la revoir. Il ne pouvait se libérer avant la fin de semaine. Et il avait rétorqué qu'elle se sentait fébrile, qu'il y avait urgence et voulait un médecin. Il a fait fi de toute son organisation et est venu le jour même. Elle l'a accueilli en peignoir de satin blanc et bleu, avec une parure en dentelle assortie. Il a fait sa visite, son auscultation, lui a tapoté la cage thoracique avant de se déshabiller et de se glisser dans son lit et en elle, abusant ainsi de sa patiente. Il l'a embrassée malgré ses microbes et l'a joui en dépit du paracétamol qui inhibe tous les nerfs. Par la suite, il lui a offert un parfum précieux. Ses messages sont devenus réguliers, agrémentés de cœurs, de baisers, de fleurs, exprimant ainsi ses sentiments, nés du néant de sa jouissance. Il est revenu un jeudi après-midi avec une bouteille de champagne et une boîte la durée. Elle adore la décadence du décorum. Les macarons sont colorés, lisses, moelleux. Le mouette est pétillant et contrecarre leur douceur. Il lui fait un blowjob champagne. Il aime la sensation de bulle sur son membre. Il s'amuse, le liquide imbibe le duvet. Elle aime sucer son gland comme elle aime les macarons, la rondeur qui lui remplit la bouche, la petite touche gélatineuse qu'elle trouve en son centre. Il la regarde quand elle relève les yeux, la bouche toujours fourrée. « Tu suces tellement bien, » dit-il. Il se laisse faire, il sait qu'il reviendra à cette femme qui le tient entre ses lèvres. Sa vie est ailleurs, mais son sexe est dans cette chambre, baignant dans la salive de celle qui est désormais sa maîtresse. Ce terme rationalise la normalité de leur relation. Cette étiquette inenvisageable lui confère un statut. Tu es ma maîtresse, je suis ton amant. Par ces mots, ils s'inscrivent dans la continuité des siècles galants, ont l'impression d'être dans les liaisons dangereuses, dans les histoires les plus érotiques et les plus scandaleuses, entre débauche et cruauté, séduction et souffrance. Ils jouent à la philosophie dans le boudoir, n'en ont jamais assez du corps de l'autre, vont de découverte en découverte, comme des enfants avec de nouveaux jouets, qui ne veulent pas s'arrêter quand maman appelle. La fin de leurs ébats, dictée par les heures de rentrée d'Aurel, les laisse frustrés et empressés de recommencer. Le sentiment d'un trop-plein de bonheur, suivi de la brutalité vide de l'absence, a créé une accoutumance. Aurel prend la peine d'être un bon amant. Il veut lui donner du plaisir, l'enfiler avec vigueur à défaut de lui enfiler une alliance. Il sait titiller son désir, la caresser longuement, éveiller sa peau et ses sens, être partout sur elle à la fois, jouer de son clitoris avec subtilité pendant qu'il lui mordit les tétons, aller chercher en elle de quoi l'humecter, s'aventurer précautionneusement dans tous les recoins de son entrejambe, refaire à ses explorations avant de la prendre avec force, et d'oublier le temps du coït, l'existence même de sa femme et de ses fils. Sa fidélité est absorbée dans la fornication, comme dans un typhon. Un jour, il l'a prise allongée sur le ventre. Et elle sait ce qu'il veut tenter.
Il veut prendre entièrement possession d'elle, la sodomiser. Elle sait qu'elle ne peut pas. Personne n'a jamais réussi à s'introduire là. Elle a toujours eu l'impression que c'était la taillader avec un couteau. Les rares éclaircissements qu'elle avait reçus à ce sujet témoignaient tous d'un dégoût viscéral et culturel. Ce n'est pas fait pour ça, ce n'est pas naturel, ce n'est pas normal. Mais son amant, cet homme avec son sexe Rocco style, et elle en avait envie. Elle avait envie de laisser entrer cet homme-là plus loin que tout autre, le laisser pénétrer au plus profond d'elle-même. En même temps, c'était un défi, une nouvelle compétence à acquérir. Depuis longtemps, elle avait l'impression de ne rien apprendre. À l'occasion de nombreux topics conversationnels, elle pensait « Je sais déjà, je m'ennuie, tu m'ennuies ». Mais cet homme lui faisait redécouvrir son envie d'apprendre, d'écouter, de se laisser enseigner. Enseigner. Et il avait le désir d'être régénéré par lui, comme une terre en friche, la luxure comme moyen de connaissance et de croissance. Pour lui, c'était une redécouverte. On n'encule pas son épouse. Il était avide de ces nouvelles sensations, tout en respectant le rythme de Lara. Il ne voulait pas lui faire de mal. Il voulait lui faire plaisir, en se faisant plaisir. Qu'elle soit heureuse, que la plénitude qu'il ressentait à ses côtés soit entièrement partagée. Ce qu'ils partageaient, c'était le lit comme terrain de jeu et leur corps comme objet d'exploration. Les potentialités d'un univers ne demandant qu'à être sondées s'ouvraient sous leurs astreintes, et cette liberté illimitée s'exerçait dans ce cadre circonscrit. Les contraintes conjugales d'Aurel leur offraient en contrepartie un espace dans lequel le bonheur est dans le sexe, parce qu'il n'y a rien d'autre à attendre. Débarrassé des normes de la vie de couple, des enjeux de pouvoir et du jugement social, il n'y avait de place que pour l'amour. Bien sûr que Lara avait souffert de l'impossibilité d'une officialisation. Et merci pour ce moment qu'il lui écrivait, aussi merveilleux et magique soit-il, la laissait démunie et impuissante. Et elle s'était débattue avec son sentiment de solitude et d'humiliation. Ses pleurs revenaient par périodes. Il était malheureux de son désespoir. Ne sois pas triste. Son injonction paradoxale la rendait encore plus folle. Et puis elle se ressaisissait. En étant choisie, elle l'avait choisi aussi. Elle n'était pas victime, pas trahie, pas abandonnée. Et elle savait qu'Aurel ne quitterait pas sa femme, aimait sa femme, baisait sa femme. Mais Aurel revenait toujours, l'adorait toujours davantage. Lui avait trouvé son équilibre et même son ménage se portait mieux de ses incartades. Il n'avait ramené ni dette, ni bébé, ni MST. Il rentrait détendu et ne sollicitait plus Mélanie quand elle voulait regarder le film du dimanche soir, ou au milieu de la nuit quand elle venait de changer le petit. Son mari lui faisait l'amour régulièrement, proprement, à la bonne heure, et sa légère culpabilité le rendait encore plus attentif à ses besoins. Si elle se doutait de quelque chose, elle ne pouvait cependant pas se plaindre de sa propre situation qu'elle voyait améliorer. Aurel était heureux de tout avoir. L'épouse dévouée, arrangeante, aimante, et la maîtresse ardente, passionnée, amoureuse. Il réalisait son clivage mère-putain avec brio. Il se sentait au diapason de sa virilité. En femme moderne, Lara cherchait parfois à lever l'inégalité de cette relation triangulaire. Mais les quelques hommes qu'elle avait rencontrés butaient sur son dédain. Trop prétentieux, trop possessif, trop petite bite. Pas assez de cheveux, d'argent, de culture. Peut-être ne leur laissait-elle pas leur chance, mais elle préférait ces extases épisodiques de liberté confinée avec Aurel, qu'une vie avec un homme qui voulait surtout qu'elle reste à sa place de femme, souriante, soumise et sans idée. Mais elle n'écartait pas totalement cette possibilité d'émancipation, avec un homme à la hauteur. Cependant, les tentatives d'éloignement, les ruptures ne duraient pas, et elle revenait à Aurel qui, en plus de la baiser à perdre haleine, parlait à son ego et à son imaginaire. La poussait à se réaliser, l'encourageait quand elle doutait d'elle-même, lui répétait à quel point elle était belle et talentueuse et qu'il l'aimait. Il avait réussi le tour de force de la rendre heureuse, même sans lui, même en son absence. Il se sentait fort de leur amour contrarié, limité, spasmodique, mais si précieux. Les amis de Lara s'inquiétaient. Allait-il quitter sa femme? Quand même, ce n'était pas bien. Il la mettait en garde, et lui sacrifiait ses meilleures années. Ce qui n'a pas d'avenir n'a pas de valeur, lui avait asséné un ex franchement rangé.
et elle ne parvenait pas toujours à expliquer. Les regards réprobateurs étaient trop nombreux. La valeur ultime qu'il trouvait dans cette liaison ne résidait pas dans un hypothétique avenir, mais dans l'instant, avec toute sa fugacité. Les rares sorties dans le monde extérieur étaient des instants de grâce. Toute leur rencontre passait en un battement d'ailes. Chaque seconde était goûtée et vécue. Leur corps accordé, leur regard liquide, leurs paroles échangées. Tout parlait à l'âme en secret et disait « je t'aime ». Ils ne savaient plus distinguer le sexe de l'amour, tant l'un avait nourri l'autre. C'est au sein de l'alcôve qu'ils accomplissaient leur rituel, que les fluides devenaient filtres, les baisers sacrés. Leur confiance mutuelle était telle qu'ils pouvaient renoncer à l'emprise sur l'autre, à l'emprise sur eux-mêmes. Les mises en scène les plus trash renforçaient leur sentiment d'égalité, de dons échangés. Ils lui offrent plusieurs ensembles de lingerie qu'ils ont choisis ensemble, en ligne. Les prochaines entrevues sont donc des tests de bustier à arceaux, de barésie et de nuisette affriolantes. Au dernier moment, il lui avait encore choisi une tenue de soubrette. Mini tablier, string et petite coiffe. La première parure est millimétrée sur son corps musclé. La poitrine encerclée, libérée, est toujours un excellent excitant. C'est un moment agréable, mais pas plus mémorable qu'un autre dans la succession de leurs entrevues extraordinaires. Par contre, la tenue de soubrette donne lieu à une partie fine et effrénée, digne de ça de tout le cheap porn en ligne. Une petite soubrette cochonne comble son patron pour une augmentation. Cette soubrette aime se faire baiser au travail. Soubrette nettoie et baise. Petite soubrette blonde qui se fait démonter l'anus. De la domination à la manipulation, ils ont exploité tous les registres. Son tablier fait tout déborder. Elle a l'impression d'avoir la poitrine refaite. Elle l'appelle « monsieur » à la fin des phrases, comme Liza Minnelli dit « mein Herr ». Laissez-moi votre veste, monsieur. Je vais vous servir un muffin, monsieur. Bien chaud, monsieur. Le monsieur en question a 1 heure de retard. Il arrive de Genève, trafic, stress. Il attend encore un appel. Il a à peine le temps de siroter sa première gorgée de thé que le téléphone sonne. Une femme, sans doute son assistante. Impatientée, Lara prend le torchon rose de la cuisine et le fouette. Il sourit et abrège. Il commence dans la cuisine, le lieu s'y prête. Et elle défait sa braguette et s'agenouille. Elle relève les yeux pour rencontrer les siens. Le fameux regard entre suceur et sucé. Œil de biche par en dessous. Ils habitent entièrement le cliché et s'y engouffrent. L'homme de pouvoir est heureux d'abandonner son leadership entre les mains de celle qui n'en a d'autre que de se mettre à 4 pattes, et de lever les fesses pour astiquer. Le renversement des rôles, même en jeu, cet avilissement de la cravate à la fange et le redressement de la queue à la cravate, décuplent l'excitation du patron comme de la soubrette, pour laisser cours à une licence totale. Il l'entraîne devant le miroir, comme souvent. Il aime se voir sur le point de baiser la bonne. Il exerce son droit de cuissage et la hâte de cette élection. Et elle sait les avantages qu'elle peut tirer de sa soumission, au rite de passage, ancillaire. Elle manifeste son admiration pour son imposante virilité, et elle s'incline devant sa toute-puissance. Et à ses règles, donc la porte de derrière s'impose d'autant plus vite qu'elle semble aller de soi pour un maître de maison. Sodomiser la servante, et de bon ton. D'autorité, il baisse son string parce que l'écarté est fastidieux. Et il porte toujours son tablier échancré en sablier avec ses bas et ses talons de 12. Le cul de sa concubine servile le fascine. Il s'abaisse et la lèche entre les fesses en lui attrapant la chatte. Il lui crache dans la fente, lubrifiant artisanal. En serrant doigt, on lui malaxant un sein de la main gauche. Enseignante respectée, elle se met de plus en plus dans la peau de la boniche slave des séquences YouPorn, qui allaitent dans une litanie « Fuck, I wanna fuck. I want your big dick fuck my fucking ass. It's been so long since I got fucked in the ass. Fuck me in the ass. » Elle écarte même ses fesses, ce qui lui permet de la pénétrer d'un coup après quelques tentatives, venant encore buter contre sa résistance interne. Enculer est une conquête, la pénétration possible, jamais gagnée d'avance. Celle-ci obtenue, la liberté de mouvement accordée par le piston formé par ses sphincters enserrés autour de son sexe dur les surprend simultanément. Il se regarde, et elle crie de se sentir possédée. Il râle, c'est bon, c'est tellement bon. Elle est cambrée, arguée à se courbaturer le dos jusqu'à la limite de la douleur. Ablution, passage à l'Amazone. Elle le chevauche longuement. Au moment où elle se retire, un jet d'hémoglobine la suit. Ses règles hémorragiques se répandent en une giclée puissante sur les draps. Une vraie scène de crime. Il revient en elle et se dit qu'il aime ça,
qu'elle est trop bonne sa chatte et que c'est trop bon sa bite dans sa chatte, qu'il veut jouir en elle, qu'elle le réclame depuis tellement longtemps, qu'elle saigne tellement que le risque de l'engrosser est très mesuré. Et il se laisse aller. Je vais jouir. Et elle sent qu'il durcit encore et que sa semence se mêle à son sang. Il a déjà fait venir depuis longtemps et cet aveu provoque en elle une nouvelle vague de plaisir, un orgasme cérébral et un attachement sans limite. Après 9 mois de liaison, il a éjaculé en elle et elle reçoit son sperme comme lui son abandon, avec gratitude. Certes, il y a encore eu des retards, des annulations, des Noëls et des anniversaires forcément scindés, des « je ne peux pas, on part en week-end » qui la transperçaient. Quand Aurel évoquait sa femme, c'était toujours « on ». Qui était « on » alors qu'à deux, ils étaient « nous », mais ne pouvant changer ce qu'ils ne voulaient pas changer. Elle avait acquis la certitude de sa fidélité dans l'infidélité, envers elle comme envers l'autre, pour qui elle était l'autre. Ils auraient peut-être voulu que leur faculté à aimer doublement soit reconnue et acceptée, mais doutant que cela fût possible, ils préservaient l'épouse, les fiancés potentiels, et le secret de leur amour. Oh mon amour, je veux. Oh mon amour, je veux. Oh mon amour.